Je m'appelle Franck. J'ai 48 ans, 3 filles, une maison qui sent le bois ciré après la pluie, et une entreprise qui tourne bien, ici, en ville, au Cameroun. Pendant longtemps, j'ai cru que tout m'appartenait. Mon temps, ma réussite, ma vie. J'avançais vite, je décidais, je signais, je rentrais tard. À la maison, tout semblait calme. Trop calme. Élise est douce. Elle a cette douceur qui n'a pas besoin de faire du bruit. Elle rit peu, mais quand elle sourit, on dirait que la pièce s'éclaire. Nous avons construit ensemble, la petite épicerie d'abord, puis le bureau, puis la maison. Nous avons traversé les saisons, le vacarme des taxis jaunes au carrefour, les coupures d'électricité, la chaleur lourde des après-midi, les marchés bruyants du samedi. Elle était là, solide comme un arbre en saison des pluies. Et moi, je me disais, je lui dois l'homme que je suis. Je le dis aujourd'hui avec honte, j'ai profité de sa douceur. Elle ne criait jamais. Elle ne discutait presque pas mes décisions. Je partais, je revenais. J'avais des humeurs. J'avais des écarts. Oui, je l'ai trompée. Plusieurs fois. Avec des femmes différentes. Aucune importance, pensais-je. Parce qu'Élise ne disait rien. Jamais. Elle faisait les courses, préparait le ndolé comme j'aime, rangeait les chaussures des filles, souriait devant les invités. Une femme, sans histoire, disaient certains. Et moi, je me croyais libre. Jusqu'au soir où tout a basculé. Il faisait lourd, l'orage tournait au loin. Je suis rentré tard. J'avais besoin d'imprimer un document important. Mon ordinateur ne répondait pas, j'ai pris celui d'Élise. Son mot de passe, je le connaissais. Je l'ai tapé, automatique, comme on ouvre une porte qu'on a ouverte 1000 fois. Sur le bureau, un dossier a accroché mon regard, dérapage-DE- Franck. J'ai cliqué. Et ma vie s'est fendue en deux. Des captures d'écran. Des photos. Des relevés d'hôtel. Des emails imprimés, scannés. Des dates, des lieux, des noms. Tout était là. Classé par année, par mois, par erreur. Même les soirs où j'avais dit « voyage d'affaires », alors que j'étais en ville, c'était écrit, souligné, daté. J'ai senti mes mains trembler. Mon cœur cognait dans ma poitrine comme une porte battue par le vent. Elle savait. Depuis des années, elle savait. Et elle n'avait rien dit. À la fin du dossier, une phrase. Une seule, je te laisse le poids de ta conscience. Depuis ce jour, la maison n'a plus le même son. Les pas d'Élise dans le couloir sont devenus des tambours dans ma tête. Elle ne me regarde plus pareil. Ce n'est ni la colère, ni le mépris. C'est autre chose, plus froid, plus tranchant, une absence. Comme si j'étais devenu invisible, un meuble posé là. J'ai tenté de parler. D'expliquer. J'ai cherché ses yeux. Elle répond poliment, calmement. Sa voix reste douce, mais elle coupe plus profond qu'un couteau. Elle ne s'accroche à aucun de mes mots. Elle ne me donne aucune prise. Je suis devenu fou. Je l'avoue. J'ai fouillé, un avocat? Un projet de départ? Quelqu'un d'autre? Rien. Aucune trace. C'est ce qui me ronge, elle ne prépare rien d'apparent. Elle vit. Elle fait les choses. Elle avance. Et moi, je m'enfonce. Un soir, j'ai éclaté. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai supplié, pourquoi tu ne m'as rien dit? Elle m'a regardé sans colère et m'a simplement répondu. Tu ne méritais pas mes cris. Tu ne méritais même pas ma douleur. Puis elle s'est assise, a repris son livre, comme si je venais d'être effacé. J'ai compris, je n'étais pas face à de l'indifférence. J'étais face à une décision. Le silence d'Élise n'était pas un oubli, c'était une frontière. Les jours suivants, la maison a continué de tourner. Les filles riaient dans la cour, jouaient à la corde, se disputaient pour la dernière beignet haricot. Le chien aboyait au passage des motos. La vie restait bruyante. Mais entre elle et moi, c'était un désert. Un désert sans vent, sans ombre, sans voix. Je ne dors plus. Ou mal. La nuit, j'entends la ville respirer, le générateur du voisin, les pas des derniers vendeurs, un taxi qui klaxonne au loin, la pluie qui s'invite sans prévenir. Je me lève, je tourne, j'ouvre le frigo, je referme. Et toujours la même peur, qu'elle parle ou qu'elle parte. Je ne sais pas ce que je redoute le plus. Un matin, je suis allé au marché de Bonamoussadi. Les couleurs m'ont sauté au visage comme d'habitude, les tomates rouges, les piments verts, les pagnes aux motifs vifs, les vendeuses qui interpellent. Mais tout semblait ralenti. Une vieille maman m'a dit, « Mon fils, quand la tête fait mal, le corps s'assoit. » J'ai souri par politesse. J'ai pensé, ma tête est en feu. Dans la journée, j'ai croisé Njoya, mon ami d'enfance. Un homme qui connaît mes ombres, peut-être trop. Il m'a trouvé maigri. Nous nous sommes assis à l'ombre d'un manguier, sur des chaises en plastique. Je lui ai tout dit. Les écarts. Le dossier. Le silence. Il a secoué la tête, lentement. Mon frère,
tu as blessé quelqu'un qui ne se défend pas avec les mains. Elle se défend avec sa dignité. J'ai voulu répondre, me justifier, aligner des « oui, mais ». Il m'a arrêté avec la paume. Écoute. Tu vas faire 3 choses. 1. Tu arrêtes de fouiller sa vie. 2. Tu dis toute la vérité à toi-même. 3. Tu travailles chaque jour pour redevenir un homme fréquentable. Pas pour la récupérer. Pour te réparer. Si elle te pardonne, ce sera un cadeau. Pas un droit. Ces mots m'ont fait mal. Peut-être parce qu'ils étaient simples. Cette nuit-là, je me suis assis à la table de la cuisine, quand tout le monde dormait. J'ai pris un cahier des filles, celui avec la couverture bleue. J'ai écrit « Journal d'un homme qui a trahi ». J'ai continué, tout dire, sans phare, sans phrase qui arrange. Les dates. Les mensonges. Les peurs. J'ai écrit jusqu'à ce que l'encre manque. Au petit matin, j'avais mal au dos, mal aux yeux, mais quelque chose en moi avait bougé, j'avais arrêté de fuir. Le lendemain, j'ai regardé mon entreprise avec des yeux neufs. J'ai appelé mon équipe. J'ai dit, sans détail inutile, que j'avais failli dans ma maison, que je prenais du recul sur certaines choses, que j'allais rentrer plus tôt le soir, que le bureau n'était plus mon refuge pour éviter de parler. J'ai désactivé le téléphone du 2e numéro. Ce geste m'a fait honte et bien, à la fois. Comme si je coupais un fil sale. J'ai aussi regardé mes filles autrement. La grande, déjà adolescente, qui me jauge avec des questions silencieuses, la moyenne, curieuse, qui veut tout savoir sur tout, la petite, qui me prend la main sans demander. Elles sentent tout. Les enfants sentent tout. Je ne pouvais pas leur mentir avec des sourires en carton. Alors, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait, j'ai demandé pardon pour mes absences, sans dire des mots d'adultes qu'elles ne peuvent pas porter. J'ai dit, papa apprend à mieux aimer. Elles m'ont regardé longuement. La petite a demandé, ça fait mal, apprendre? J'ai ri tristement, un peu. Les semaines ont passé. Élise n'a rien changé à sa routine. Chaque dimanche, elle mettait sa robe blanche pour l'église. Elle chantait doucement, en rangeant la maison. Elle préparait la sauce gombo à la manière de sa mère. Elle me parlait quand il fallait parler, les factures. Les devoirs. Le médecin. Pas un mot de plus. Une politesse impeccable, comme un uniforme. Moi, j'ai continué ma discipline. Le journal. Les rendez-vous annulés qui n'avaient pour but que de nourrir mon ego. Les retours à la maison avant la nuit. J'ai revu Njoya, souvent. Il me faisait marcher. Tu vois, là, me disait-il en montrant un mur couvert de mousse. C'est comme un mariage. Si tu laisses l'humidité s'installer, la peinture peut briller, mais la brique pourrit. Tu as laissé l'humidité entrer. Maintenant, tu assèches. Un soir de grande pluie, j'ai posé sur la table de la salle à manger une lettre et la clé de mon cœur. Une vraie lettre, écrite à la main. Pas un message. Pas une confession pour nettoyer ma conscience. Une lettre de responsabilité. J'y ai mis la vérité, et cette phrase que j'avais peur d'écrire, je comprends que tu puisses choisir sans moi. Si tu restes, je respecterai tes conditions. Si tu pars, je te laisserai partir dignement. Dans les 2 cas, je resterai père. Je resterai responsable. Je lui ai aussi laissé mon journal. Sans verrou, sans cachette. Puis, j'ai dormi sur le canapé. Je n'ai pas fermé l'œil. Au matin, les filles jouaient déjà. Élise a préparé le petit déjeuner. Elle a vu la lettre. Elle n'a pas pris la parole. Elle a rangé la table. Elle a posé la lettre sur ma poitrine, comme on pose un drap sur un blessé. Elle a seulement dit, je sais lire. Et elle est partie déposer la petite à l'école. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une condamnation. C'était une étape, elle savait que je savais qu'elle savait. Nous étions, enfin, au même endroit, devant la vérité. Dans la ville, la vie continuait de courir. Les vendeurs de coiffure criaient leurs prix, les footballeurs du quartier discutaient fort, les mototaxis zigzaguaient, les voisins organisaient un deuil ou un mariage presque. Chaque week-end. Au milieu de ce tumulte, j'ai découvert que le silence pouvait être un professeur. Cruel, mais juste, il me forçait à écouter ce que je n'avais jamais voulu entendre. J'ai appris à cuisiner 1 fois par semaine. J'ai raté le tarot la première fois. J'ai nettoyé sans qu'on me le demande. J'ai appris les jours de réunion des filles, leur peur d'examen, leurs petites victoires. J'ai pris rendez-vous chez un conseiller, un homme discret qui s'est écouté. Il m'a dit, vous confondez amour et impunité. L'amour ne retire pas les conséquences. Il donne la force de les porter. Un soir, Élise est revenue plus tard que d'habitude. Il pleuvait fin, une pluie qui dessine des perles sur les fenêtres. Elle avait l'air fatiguée. Elle s'est assise. Elle m'a regardé, franchement, pour la première fois depuis longtemps. J'ai retenu mon souffle. Franck, je n'ai pas de théâtre à faire. Je n'ai pas de spectacle à donner. J'ai été blessé. Et j'ai choisi le silence pour me protéger. Je n'ai pas crié, parce que mes cris ne se mêlent pas à tes excuses.
Je n'ai pas pleuré devant toi, parce que mes larmes ne sont pas à vendre. J'ai hoché la tête. J'avais envie de dire, pardon, 100 fois. Je me suis tu. Je ne te promets pas un pardon rapide. Peut-être qu'il ne viendra jamais comme tu le veux. Mais je vois que tu travailles. Pour toi. Pour nous. Pour elle. Continue. Pas pour acheter ma paix. Pour retrouver la tienne. Elle s'est levée. Elle a rangé son sac. Elle a ajouté, en repositionnant une chaise, le respect ne se demande pas. Il se montre. Jour après jour. Ce soir-là, j'ai pleuré en silence. Ce n'était pas la peur. C'était la reconnaissance, on venait de me tendre une route, pas une garantie. Les mois ont suivi. Notre maison a changé sans déménager. Les murs sont restés les mêmes, mais l'air a bougé. Parfois, Élise riait à une remarque d'une des filles, et ce rire faisait tomber une pierre de ma poitrine. Parfois, elle me posait une question sur une facture, et je répondais simplement. Pas de promesses grandiloquentes. Pas de chantage émotionnel. Juste des actes, des habitudes, des preuves. Un dimanche, après l'église, elle m'a demandé d'attendre dehors. Les filles sont parties avec leur tante. Elle est revenue avec un sac. Elle m'a tendu un paquet. C'était mon journal, couvert de petites annotations au crayon. Des traits, des points d'exclamation, des dates. Elle m'a dit, j'ai lu. Je ne commente pas tout. Mais je veux qu'on parle de 3 points. Nous avons parlé. Ce n'était ni une bataille, ni un tribunal. C'était une discussion lente, précise, parfois douloureuse, mais vraie. Je ne cherchais plus à gagner. Je cherchais à comprendre. Et à réparer ce qui peut être réparé. Ce jour-là, elle m'a donné un cadre. Pas une punition, un cadre, un jour par semaine pour nous deux, sans téléphone, sans écran. Un budget transparent, partagé. Un projet commun à relancer, repeindre la chambre des filles, ensemble. Et une phrase qui m'a marqué, si un jour je décide de partir, je te le dirai. Si un jour je décide de rester, je te le montrerai. Je l'ai regardé comme on regarde une rive après avoir failli se noyer. Aujourd'hui, je ne suis ni un héros ni un exemple. Je suis un homme qui apprend. J'apprends que la fidélité n'est pas une chaîne mais un choix quotidien. J'apprends que l'amour n'est pas le contraire de la justice, il lui donne un visage humain. J'apprends que le silence peut être un mur qui éloigne, mais aussi un miroir qui renvoie nos fautes, jusqu'à ce qu'on ose les nommer. Parfois, la nuit, la peur revient. Le souvenir du dossier me serre la gorge. Je revois cette phrase, je te laisse le poids de ta conscience. Alors je respire. Je me lève. J'ouvre la fenêtre. La ville murmure. Une moto passe. Un coq sans tête. Un enfant rit dans son sommeil dans la maison d'Axe en grave côté. La vie continue. Je me dis, porte. Porte ce poids. Et transforme-le en quelque chose de vivant. Je ne sais pas ce qu'Élise décidera demain. Je respecte son droit au choix. Je sais seulement ce que je décide, moi, dire la vérité, refuser la facilité, honorer ma parole, protéger ma maison, aimer sans mensonge. Si le pardon vient, je le recevrai comme un miracle ordinaire, fait de petites choses, une tasse de thé partagée, une main qui reste, un regard qui revient. Si le pardon ne vient pas, je continuerai, parce que ce travail ne dépend plus de la réponse de l'autre. Il dépend de qui je choisis d'être. Alors, si tu m'écoutes, toi qui as mal, toi qui as blessé, toi qui te tais ou toi qui cries, retiens ceci. Le silence peut protéger, mais il peut aussi détruire. Les mots, eux, peuvent blesser, mais ils peuvent aussi soigner. Entre les deux, il y a un pont, la responsabilité. On n'y court pas. On le traverse pas à pas. On y pose des actes, on y laisse l'orgueil, on y reprend la dignité. La leçon que je retiens n'est pas compliquée. On ne possède pas le cœur de l'autre. On ne possède que ses propres gestes. Et, jour après jour, ces gestes disent qui nous sommes. Ce soir, la pluie s'est arrêtée. Le générateur du voisin s'est tu. On entend juste un robinet qui goutte et une casserole qu'on range. Élise parle aux filles. Elle rit. Le son me traverse, doux et sûr. Je ferme les yeux, et je remercie pour ce simple bruit de maison. Le silence de ma femme m'effraie encore, parfois. Mais il ne me paralyse plus. Il m'enseigne. Il me rappelle que chaque amour est une promesse vivante, et qu'on l'honorait mieux avec des pâques qu'avec des grands discours. Et si demain elle pose sa main sur la mienne, je saurai que c'est plus qu'un geste. C'est une preuve. Et si demain elle ne la pose pas, je resterai digne. Parce que, quoi qu'il arrive, j'aurai choisi d'être un homme vrai. C'est ainsi que commence la réparation. Pas dans le bruit. Dans la clarté. Dans ce silence-là, enfin, je respire.